Bonjour à tous. Bon, on a pas mal de sujets à aborder, donc on va essayer d'aller assez vite et de rentrer tout de suite dans le vif. Alors peut-être une première question pour toi, Aurélien. Pourquoi est-ce que selon toi, les 2 dernières années ont opéré un tournant majeur dans l'IA, pour l'IA dans le monde du learning ? Bonjour à tous et à toutes, merci pour votre accueil. Là, on voit qu'on est à la jonction de plusieurs courbes qui se retrouvent ces 2 dernières années et en particulier maintenant, qui ont fait un vrai sujet pour les Chief Learning Officers. C'est que d'un côté, on a des modèles qui deviennent de plus en plus multimodaux, de plus en plus pratiques à utiliser et tous les Chief Learning Officers trouvent tous les ingrédients dont ils ont besoin, que ce soit de la vidéo, du texte, de la traduction, de l'image, etc. Et ça les aide, et on y viendra juste après. Ensuite, on a une barrière à l'entrée d'utilisation de ces modèles qui est beaucoup plus faible, et donc on peut rentrer dans des coûts qui sont tout à fait acceptables et des ROI qui sont hyper intéressants. Et ensuite, on commence à avoir une adoption massive. Et les dernières études montrent, comme celle d'OpenAI, que certes, il y a encore 25-27% d'utilisation en entreprise. Ça prend encore un peu de temps, mais l'utilisation, elle est massive dans la sphère privée. Hein. Donc c'est quand même la technologie qui a été le plus adoptée, le plus rapidement de l'histoire. Donc on a aussi des personnes qui sont prêtes à recevoir des enseignements avec l'IA, grâce à l'IA, puisqu'elles s'y sont mises. Et puis enfin, il y a vraiment cette barrière qui est passée aussi à l'intérieur des entreprises pour s'en emparer, et l'acceptation globale est là. Donc on a tous les ingrédients, et avec la data bien évidemment, pour faire du training avec l'IA et renforcer l'apprentissage. Jean-Roch, peut-être tu veux compléter ? Oui, je pense qu'on peut dire qu'on a eu une période surtout de test and learn avec l'IA, en particulier moi je parle pour le domaine de la pédagogie, le domaine du learning. Une période aussi où on a pu justement commencer à travailler un peu l'appropriation, surtout en essayant un peu de structurer les choses, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a énormément de possibilités et en fait ça va très très vite. Donc il y a comme une espèce de course effrénée que la tech a lancée, mais il faut savoir que la société au sens large, mais aussi les utilisateurs, utilisatrices, ont quand même besoin de temps pour s'approprier les choses, pour les intégrer quotidiennement. J'ai aussi envie d'ajouter que c'est un peu aussi le temps de poser le crayon, ce que j'aime bien appeler le pas de recul. Il y a aussi un travail de relativisation qui commence à se faire en matière d'usage de l'IA générative dans le domaine de l'apprentissage, donc il y a des belles choses, mais il y a aussi un certain nombre de points de vigilance qui commencent à remonter un peu partout, que ce soit les communautés professionnelles ou les communautés académiques. Ok. Et alors, toi, Jean-Roch, peut-être on peut continuer. Tu distingues l'IA de substitution avec une IA désormais de confrontation. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer la différence ? Et puis, en quoi est-ce que finalement ça représente un enjeu majeur aujourd'hui ? Oui, j'utilise juste cette expression pour vous dire que l'IA de substitution, c'est-à-dire en fait l'usage de l'IA générative, par exemple, on a à peu près 700 auteurs-autrices qui produisent des contenus, c'est quelque part déléguer une partie ou tout ou partie d'un certain nombre de tâches vers l'IA. Et c'est ce que nous faisons depuis à peu près 2 années, avec des productions de contenu qui représentent à peu près 12% des 2000 contenus produits, par exemple, en 2025, qui ont été soutenus par cette IA générative. Mais en même temps, avec des questions quand même liées au curseur de délégation, qui peut aller au désapprentissage, sur lesquels on commence un peu à se poser. Je parlais du pas de côté. Et je préfère à l'IA de substitution, personnellement, ce que j'aime appeler tout simplement l'IA de confrontation. C'est-à-dire que ce n'est pas une IA qui, quelque part, vous vide l'esprit, c'est plutôt une IA qui va vous l'exercer. En gros, on vient avec ce qu'on est, mais avec un travail d'appropriation qui reste un préalable. Et l'IA de confrontation va plutôt challenger ce que vous avez compris ou pas compris d'un concept. Donc éthiquement, d'ailleurs, et d'un point de vue cognitif, je trouve ça plus sain, même si, évidemment, l'IA de substitution a sa place dans l'entreprise. Mais je trouve que c'est une bonne contrepartie pour rassurer un peu les âmes sur ce qu'on voit aussi, c'est-à-dire une forme de déshabillement en fait, des savoirs, avec une proportion à externaliser une dépendance en termes de savoir, sur laquelle moi je suis assez sensible. Je pense que typiquement, vous entendez en ce moment la tarte à la crème de l'esprit critique, là c'est la grande mode. L'esprit critique, ça ne s'acquiert pas comme ça en 3 secondes. Il faut des années de maturation pour se forger une opinion.
Donc de la même façon, il faut un tronc de référence pour passer en delta mode avec l'IA. S'il n'y a pas de référence, il n'y a pas de relativisation avec ce qu'on nous sert. Donc pour moi, l'appropriation d'un certain nombre de savoirs dits internalisés reste essentielle si en tout cas les individus, les hommes et les femmes du monde veulent conserver leur libre arbitre. Donc voilà pourquoi je vais aussi glisser un peu vers l'IA de confrontation. Oui, c'est vrai, c'est un vrai sujet et pour moi c'est même une responsabilité de l'éducation nationale et des Chief Learning Officers en entreprise, c'est d'expliquer le bon usage. On a une adoption massive dans la vie privée, il faut aussi qu'on soit capable d'être guidé pour pas développer des usages que j'appellerais peut-être déviants. C'est peut-être un peu fort, mais pourquoi ? Parce que par exemple, on est en capacité, tout le monde a accès à l'IA à l'heure actuelle et peut prompter. La problématique, c'est qu'on n'apprend pas à contrer nos biais. Et le fameux, et là où je rejoins totalement Jean Roch, on est souvent d'accord, le sujet, c'est qu'on n'apprend pas, par exemple, à contrer nos biais d'ancrage. Notre biais d'ancrage, il est fondamental et il est hyper fort. C'est très difficile de lutter contre. C'est comment on peut apprendre aux personnes, à nos jeunes en particulier, à déjà travailler leur sujet et ensuite utiliser l'IA comme un coach, un sparring partner, voire même une IA de contradiction pour venir nous challenger. Si on est dans l'IA de substitution qu'on délègue, on perd nos schémas neuronaux, nos schémas cognitifs. Et comme disent les neurosciences, if you don't use it, you lose it. Donc c'est hyper important de, en permanence, entraîner le cerveau. Et si on demande à une IA de nous donner finalement un résultat, on va avoir deux effets. Donc le biais d'ancrage, on n'en sortira pas, on n'ira pas challenger. Et deux, on aura l'effet de ce qu'on appelle le ghostwriter effect. C'est que 3 jours après, on ne se souviendra plus de ce qu'on a fait. Alors que si on le fait à la main, si on s'entraîne, si on demande à l'IA de nous challenger, de creuser le point, là, on est vraiment dans l'IA d'entraînement, voire de l'IA de confrontation. Et on le voit sur le marché du travail, c'est hyper intéressant. Beaucoup de jeunes s'entraînent à des entretiens en faisant l'IA de confrontation, mais eux-mêmes. Mais parce qu'on leur a dit, parce qu'on leur a expliqué les usages. Je charge le contexte, mon CV, l'entreprise et l'offre d'emploi. Transforme-toi en un recruteur un peu sadique ou qui va me poser des questions pièges pour vraiment aller chercher mes pain points, me faire réfléchir, me mettre en déséquilibre pour que je progresse. Et donc ça, c'est vrai on est vraiment dans ce moment-là. Et les Chief Learning Officers, à mon avis, ont presque trop de choses pour aller. Parce que moi qui réalise des films en IA, on a essayé de faire des contenus immersifs, etc. Ça marche très très bien. On a un très bon engagement et on a surtout un super ancrage des apprentissages. Parce que malgré l'IA, malgré tout ce qu'on peut raconter, quand on raconte des belles histoires et que c'est bien présenté, on les retient mieux. Oui, parce que finalement, nous, notre génération, on s'est formé à l'IA à la fois sur la sphère personnelle et professionnelle. J'allais dire presque en même temps. Les nouvelles générations vont, avant de basculer dans le monde professionnel, se former avant tout par leur biais personnel. J'imagine que les entreprises vont devoir aussi s'adapter à cette nouvelle donne. Exactement. Et pour moi, ce qui est hyper important, c'est qu'on soit en capacité, en entreprise avec des personnes comme Jean Roch, Jean Côme, voilà, d'avoir cette vision-là on développe une IA qui vous développe vous. Et ça, c'est des usages extrêmement importants. Et puis après, il y a tous les autres, mais on va en parler, moyens d'aider les Chief Learning Officers dans leur développement, le tracking de tout ce qu'on peut faire, l'utilisation de la data, l'hyper-personnalisation des contenus avec la data, la préparation, donc même l'animation en live. Moi, j'utilise, quand je donne des cours à Sciences Po, j'utilise l'IA parfois dans mon animation en disant on va faire un concours ensemble. Et on va voir si vous êtes plus forts tous la classe que l'IA. C'est des choses qui fonctionnent très bien, ça redynamise le live, etc. Et puis ensuite, il y a toute l'analyse des évaluations à chaud, des évaluations à froid, des commentaires qu'on avait du mal à faire avant et maintenant qu'on peut mieux exploiter avec l'IA. Et au niveau de l'impact, est-ce qu'il y a, tu en parlais tout à l'heure rapidement, mais si on va un peu plus loin, est-ce qu'il y a des indicateurs très concrets qui permettent de mesurer finalement ces nouvelles approches? Si par exemple on doit les expliquer à un comité de direction, à un CEO, qu'est-ce qui concrètement permet de mesurer ça?
Alors sur les impacts eux-mêmes, après, l'IA, pour moi, c'est vraiment le moyen et pas la fin en soi. Et on pourrait rester verrouillé sur les gains de temps, qui sont quand même actuellement ce qu'on regarde beaucoup, c'est-à-dire la partie dite performance, mais qui devrait être complémentée par d'autres formes de réflexion. Parce qu'en effet, une entreprise pourrait être tentée très rapidement de garder uniquement cette approche dite d'optimisation que l'IA amène. Aujourd'hui, en effet, on peut faire en quelques minutes, quelques heures une image, là où un graphiste qui, lui, sait lire ou elle sait lire une image, va mettre 3 jours à la faire. Donc sur un axe purement orienté performance, évidemment, il y aurait un danger, c'est de pousser tout le monde à faire ce que moi j'aime appeler maintenant de l'IA alimentaire. Parce que je ne suis pas certain d'ailleurs que l'IA pour l'IA, dans les parcours de formation, une fois de plus, soit vraiment une fin en soi. Quand on voit d'ailleurs ce qu'on sert à nos apprenants, on voit bien qu'il faut faire très attention à ce qu'on leur propose en sortie, c'est-à-dire que l'IA doit rester le moyen, et que par exemple sur ce qu'on a fait sur l'avatarisation, vous avez peut-être fait des tests sur l'avatarisation, il ne faut pas aller trop loin, parce que les apprenants se rendent compte qu'on leur sert un certain nombre de plats un peu low cost. Donc, du point de vue des individus, il faut vraiment les respecter. L'IA amène évidemment un gain de production phénoménal. Je pense qu'elle amène aussi une personnalisation dont on en avait rêvé en pédagogie, et donc certainement va contribuer, même si pour moi il y a plusieurs causalités à ça, à des taux de réalisation, des taux de complétion bien plus élevés, dans la mesure où on peut faire des parcours beaucoup plus personnalisés, en commençant d'ailleurs sur les socles de compétences, parce que l'IA a fort à dire là-dessus, typiquement dans les entreprises qui tentent le challenge du SBO, du Skill Based Organization, l'IA va peut-être permettre de faire ce qu'on n'a jamais réussi à faire à la main, c'est-à-dire le développement, le maintien et le déploiement des référentiels emploi et des recommandations de mobilité en interne. Là-dessus, il peut y avoir un impact phénoménal où l'IA a un rôle à jouer, mais j'insiste, elle reste le moyen, en tout cas pour le pédagogue, et surtout pas la fin. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas tomber dans un espèce de bling-bling ambiant qui finalement ne sert pas l'intention pédagogique initiale. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez pas mal de réactions de pédagogues qui rappellent quand même les fondamentaux de l'apprentissage, avant même de mettre l'IA là-dedans, et en plus, sachant que l'IA va avoir aussi des impacts sur l'instantanéité des choses, qui nous posent tant de problèmes. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de temps long dans la société actuelle. Et donc, il y a aussi des contreparties à avoir en tête quand on va injecter l'IA dans les conceptions de parcours pédagogiques. Ouais, je rejoins évidemment complètement. Pour moi, l'IA, en fait, c'est une corde de plus, ou plusieurs cordes de plus au service des Chief Learning Officers, pour la data, pour la conception, et aussi, comme tu le disais, pour être en capacité de faire des contenus qui n'étaient potentiellement pas possibles de faire avant. Par exemple, on a mis en place une formation où on a créé vraiment quelque chose qui est très proche du serious game à partir d'un e-learning, avec vraiment un teaser type film, plus ensuite une avataarisation avec des parcours. Ça, avant, on n'aurait pas investi peut-être 20 30 000 euros. On savait déjà le faire. C'était déjà disponible depuis des années. C'est juste qu'il y avait une barrière à l'entrée, un peu ce que je disais tout à l'heure, qui était trop grosse pour un e-learning dépenser 40 50 000 euros avec une agence de com, 3-4 mois pour le faire, des dizaines de copies. Là, ça nous a pris, moi ça m'a pris quelques jours, 2-3 jours à le faire en test. Et le résultat, il est quand même assez impressionnant dans le sens où on a eu un engagement beaucoup plus fort et la totalité de ceux qui étaient visés ont fait le parcours, mais beaucoup plus vite. Alors qu'à la base, c'était un parcours sur un nouveau système RH qui ne fait pas rêver au premier abord. Mais on a réussi à embarquer là où on ne pouvait pas. Donc, c'est un peu cette utilisation que tu relèves, pas faire de l'IA pour de l'IA, mais de l'IA astucieuse. Parce que pour moi, l'apprentissage en RH, c'est un endroit où on a une créativité incroyable et l'IA nous permet cette créativité de moins en moins chère. Donc pour moi, c'est vraiment une astuce. C'est comment on va pouvoir faire parfois même du nudge avec de l'IA pour faciliter l'apprentissage, mais pas remplacer tous les types d'apprentissage. Moi, je reste convaincu qu'une classe en live, quand je fais une formation sur l'IA devant une classe, je préfère être en présentiel, même si on va parler d'IA et de dématérialisation et de digitalisation. Et puis, j'ai horreur de faire des choses à distance, etc., même si je suis très technophile. Donc, je pense qu'il y a une recherche pour avoir la bonne dose, toujours l'humain au centre, et comment mieux utiliser, avoir des meilleurs retours, et puis mieux coller à l'humain dans l'hyper-personnalisation qu'on va pouvoir avoir avec les data.
Alors, on dit parfois, alors à tort, hein, selon moi, que les ressources humaines, c'est plutôt un centre de coût plutôt qu'un centre de profit. On dit souvent que c'est la cinquième roue du carrosse. Est-ce que l'IA ne permettra peut-être pas finalement de créer ces indicateurs, créer cette capacité à évaluer la performance des ressources humaines et du learning de manière générale en utilisant l'IA comme un moyen pour aussi prouver que ce qui est mis en place, ça marche et ça permet effectivement de pouvoir aller plus vite et plus haut? Alors pour moi, ça c'est ce qu'on disait avant le Covid. Déjà, le Covid est arrivé, la crise sanitaire, la mise en place du télétravail. Là, je trouve que la fonction RH a retrouvé un certain nombre de lettres de noblesse parce qu'on s'est rendu compte que là, c'est quand même difficile de faire sans. Et là, moi, je trouve que c'est le meilleur moment pour les RH pour guider cette transformation, s'appliquer ces transformations et créer une culture du digital, de l'IA en interne, pour s'y mettre, parce qu'on voit que même OpenAI, dans sa dernière étude, était très surpris que les usages étaient en premier lieu personnels, même pour avoir des coachs de vie personnels, plus qu'en entreprise. Et d'ailleurs, ils adaptent leur stratégie à ça. Et pour moi, c'est hyper important que cette adaptation, elle soit faite et guidée par les RH en interne. Donc moi, je pense que c'est un moment RH. Et dans ce moment RH, je pense que le learning est un pilier absolument incroyable de par le côté protéiforme de comment on peut y aller. Et donc moi, je pense que c'est maintenant pour les RH qu'il faut réagir pour guider et transformer, parce qu'il faut comprendre qu'ils peuvent être le pilier principal de cette transformation. Plus la transformation digitale est importante, plus l'accompagnement doit être important et plus l'humain doit retrouver ses lettres de noblesse et être au centre. Si ça, c'est pas le meilleur moment pour les RH, je sais pas ce que tu en penses, Jean-Co, mais... Ouais, je pense que la RH aussi peut amener ce qu'on disait tout à l'heure, l'accompagnement et aussi les contreparties dont on a besoin pour finalement les garde-fous. Alors, il y a un certain nombre de compétences sur lesquelles les RH travaillent dans l'esprit critique, mais pas seulement, que moi j'aime appeler des invariants, en fait, des compétences dont on a vraiment besoin pour, entre guillemets, affronter le monde, et qui sont d'ailleurs aussi intéressantes à titre personnel que professionnel. La RH aussi a vraiment un rôle dans le temps long dont on parlait tout à l'heure, y compris la formation, pour parer le coup avec les maladies mentales qui explosent. Pour moi, c'est pas l'IA qui va améliorer ça, dans l'instantanéité des choses. Donc la RH est très attendue aussi un peu comme un accompagnateur, mais aussi un bouclier, sur tout ce qui va permettre de générer du temps long et un peu de rasséréner les individus. Donc on travaille beaucoup sur des dispositifs de temps suspendus, en fait, et beaucoup de dispositifs dits réflexifs, sur lesquels les gens prennent du recul, même sans le dire, dont on a vraiment besoin pour conserver une forme de libre arbitre et plus généralement de citoyenneté, pour qu'on soit finalement autonome dans nos décisions. Et ça, je pense que la RH a un rôle très, très, très important à jouer. Et tu as raison, il faut aussi qu'évidemment la RH intègre l'IA dans ses processus. Là, on a parlé formation, mais il y en a plein. Et quand elle est bien utilisée, elle peut, je pense, être extrêmement puissante. Simplement, il y a un travail préalable d'appropriation. Et puis, il faut prendre le temps de poser le crayon sur les processus. Là, on a fait beaucoup de surface et de tests. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que l'IA rentre dans les processus au quotidien. Donc, en passant du test and learn à une forme d'industrialisation des usages. Ça reste encore un sujet en cours de développement. Ce pas de côté est absolument déterminant pour la fonction RH, parce que seule la fonction RH va commencer à se poser des questions sur quel est l'impact d'un usage massif de l'IA dans un collectif. On va parler de compétences, on va parler de hard skills, de soft skills, etc. Qui mieux que la RH peut dire on ne peut pas exercer ces soft skills, les fameux esprits critiques, etc., tarte à la crème comme tu disais tout à l'heure, si on ne garde pas une formation sur les hard skills hyper pointues. Quand je fais du vibe coding, c'est-à-dire que je développe une application avec de l'IA, si je ne m'y connais pas en code, au bout d'un moment, je suis bloqué, et je m'en sors pas, j'apprends pas, je suis coincé. Pour avoir cet esprit critique, cette expérience, ce ressenti de là, ça va pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire, je dois avoir mes hard skills. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je dois upgrader un peu mon collectif. Mon collectif, ça c'est la théorie des systèmes socio-techniques intelligents. C'est une nouvelle... on parlait beaucoup avant d'accompagnement pour pouvoir monter le collectif, etc. Mais là, on a l'arrivée d'une nouvelle intelligence. Et les systèmes socio-techniques, c'est dire, pour que ça fonctionne, il faut qu'on ait un équilibre entre l'organisation, entre la technologie, entre l'humain. Et il n'y a que comme ça que quand on trouve cet équilibre
comme des ingrédients d'une recette, ça fonctionne. Si on appuie trop sur l'humain, trop sur la technologie, on déséquilibre les choses. Là, maintenant, on va introduire en plus l'IA et en plus une sorte de dynamique collective et d'entraînement entre l'intelligence humaine et l'intelligence de l'IA. Mais ça vient déstabiliser les collectifs, ça vient parfois un peu creuser les liens. Là où parfois je pouvais te demander si je savais pas quelque chose dans le collectif, maintenant je vais demander à une IA. Et ben ça, il va falloir réinvestir ce temps-là. C'est aussi au RH d'aller creuser sur, voilà, les managers, ils ont 40% de leur temps qui est dédié à des tâches où ils sont pas dans leur collectif, mais des tâches sur, je sais pas, des workflows digitaux, etc. Comment je peux aller grignoter aussi en utilisant l'IA sur 5-10%, retrouver peut-être une journée de plus pour aller dans mon collectif et contrer ces effets. Donc on voit aussi que l'IA, elle peut être la cause et la solution. Et c'est un peu le côté médicamenteux de l'IA. Si j'en fais pas assez, c'est pas efficace. Si j'en fais trop, ça peut devenir un poison. Donc il y a un peu ce juste milieu de trouver la bonne dose. Et là, c'est une responsabilité aussi des Chief Digital Officers de dire je dois en mettre exactement la bonne dose dans l'apprentissage, je dois l'utiliser à bon escient pour arriver à former tout le monde dans... Oui, parce qu'on a tendance spontanément à opposer l'IA à l'humain, alors qu'en fait c'est tout l'inverse, et il faut essayer de trouver cet équilibre finalement. Trouver l'équilibre entre deux schémas de neurones qui n'ont absolument rien à voir, et trouver cette efficience commune, et puis embarquer, parce qu'on le voit, hein, il y a toutes les générations derrière, il y a aussi chacun voit l'IA un peu comme une religion ou un parti politique, chacun a sa propre façon de voir les choses, et il y a des personnes qui peuvent être déstabilisées, et ça peut même amener à on commence à voir que ça peut amener des craintes, voire des RPS. Et comme tu le disais, ces moments de pause des RH, que les RH peuvent amener, ils sont hyper importants. Puisque, en fait, comme tu le disais, hein, les deux en RH à l'heure actuelle, les deux sujets de cette année, c'est IA et santé mentale. Et on voit bien qu'il y a un enjeu à faire, à lier les deux et à utiliser l'IA aussi, pas comme cause de santé mentale, mais pour lutter contre les problèmes de santé mentale. Bon, c'est un sujet sur lequel on pourrait échanger pendant des heures, mais je vois que le timing est un peu court. Peut-être qu'on peut se laisser une ou deux questions éventuellement.